Fin à Nouakchott, en Mauritanie, du sommet des chefs d'État du G5 du Sahel, un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. Les scolaires de la capitale se sont, après une marche, recueillis ce matin au cimetière musulman de Niamey, où reposent les 3 martyrs du vendredi 9 février 1990. Grand reportage, grand dossier, après Maradi hier, vous suivrez ce soir les importantes infrastructures hydrauliques réalisées dans la région de Zender dans le cadre du programme de renaissance du Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey en début de matinée du retour de Nouakchott où il a pris part au sommet des chefs d'État du G5 du Sahel. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État du G5 du Sahel ont rendu public un communiqué final, communiqué lu ici par le ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement, Sid Oulta. On prépare à ce sommet pour le Burkina Faso, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, pour la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, pour la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, pour la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, pour la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République. Se fondant sur les liens séculaires et multiformes qui unissent les peuples du Sahel, déterminés à conjuguer leurs efforts en vue de faire du Sahel un espace de paix, de prospérité et de concorde, persuadés de l'interdépendance des défis de la sécurité et du développement, considérant les défis auxquels fait face la région du Sahel, notamment les besoins d'institutions démocratiques stables et pérennes avec une forte implication des populations, la paix et la sécurité, la nécessité de promouvoir les zones les moins développées, le déficit en infrastructures et services de base, transport, énergie, hydraulique et télécommunications, la sécurité alimentaire et le pastoralisme, le développement humain, démographie, santé, éducation, formation technique et professionnelle, les changements climatiques et la gestion de l'eau. Convaincu que seule une action commune de nos pays est à même de relever ces défis et que l'intégration régionale et la solidarité entre États sont des préalables indispensables pour l'optimisation de l'exploitation de nos potentialités et le renforcement de notre résilience. Prenant en compte les différentes initiatives nationales, régionales et internationales visant
visant à aider à faire face aux problèmes de sécurité et de développement que connaît le Sahel et se félicitant de l'ampleur inédite de l'élan de solidarité internationale. Les chefs d'État des 5 pays du Sahel ci-après, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, réaffirment la priorité qu'ils accordent à la sécurité et au développement de la région et réitèrent leur plein engagement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Renouvellent leur ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et réaffirment leur détermination à préserver l'intégrité territoriale des États et à mener ensemble une action résolue en vue d'assurer la sécurité dans l'espace sahélien. Se félicitent de la mobilisation des partenaires qui ont déjà pris des engagements dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies, Union européenne, Nations Unies, Banque mondiale, Banque africaine de développement, et lance un appel aux autres partenaires, notamment le groupe de coordination des institutions de financement arabes, islamiques et de l'OPEP, ainsi qu'aux pays émergents pour accompagner l'action que nos pays déploient conjointement en vue d'ancrer durablement la paix et la prospérité dans la région. Demande aux partenaires techniques et financiers d'assouplir les règles d'endettement extérieur et de simplifier leurs mécanismes et procédures de financement en vue de les adapter au contexte spécifique de notre pays pour permettre une mise en œuvre diligente de nos actions de développement. Les chefs d'État décident par ailleurs ce qui suit. La création d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale, dénommé G5 du Sahel, avec la mise en place d'un secrétariat permanent chargé de la coordination technique. L'élaboration d'un programme prioritaire d'investissement et d'un portefeuille de projets structurants accordant une large priorité à la sécurité, à l'ancrage de la démocratie et de la participation des populations, à la promotion des zones les moins développées, aux infrastructures, transport, énergie, télécommunications hydrauliques, à la sécurité alimentaire et au pastoralisme, au développement humain, démographie, santé, éducation, formation technique et professionnelle, et à l'adaptation au changement climatique et à la gestion de l'eau. Et instruisent les ministres en charge de l'économie et de la planification du développement des pays du G5 du Sahel à prendre les dispositions nécessaires pour finaliser dans les meilleurs délais l'ensemble des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du nouveau cadre de coopération régionale, réaliser une cartographie exhaustive des financements en faveur de la sécurité et du développement dans la zone du Sahel, préparer d'urgence un plan d'action pour la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire et un chronogramme pour une exécution accélérée. Identifier les partenaires techniques et financiers susceptibles de combler l'écart de financement du programme prioritaire. Engager un plaidoyer en vue de la mobilisation des financements, la matérialisation des engagements des partenaires et la promotion des flux d'investissement directs étrangers. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, a été désigné pour assurer la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État des pays du G5 du Sahel. Les chefs d'État accueillent favorablement la proposition du Tchad de recevoir la prochaine conférence des chefs d'État du G5 du Sahel et décident que le poste de secrétaire permanent sera confié au Niger et que la Mauritanie abritera le siège du secrétariat permanent. Fait en Nouakchott le 16 février 2014. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu cet après-midi en audience les chefs traditionnels, membres du comité du toilettage des textes régissant la chefferie traditionnelle au Niger. Ce comité, conduit par son président, l'honorable Moutari Moussa, a présenté au Premier ministre les résultats des travaux. Nous l'écoutons. En fait, nous sommes venus rendre compte à M. le Premier ministre des travaux que nous avons réalisés tout récemment dans le cadre du toilettage des textes régissant la chefferie traditionnelle. Donc il y a de cela 2 semaines, donc il y a un comité qui a été mis en place sous l'égide de l'Association des chefs traditionnels du Niger, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, pour revoir tous les textes régissant la chefferie traditionnelle. Donc nous avons travaillé, nous avons élaboré tous ces textes, notamment la loi et les textes subséquents, et nous avons déposé ces textes au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur. Donc nous sommes aujourd'hui venus rendre compte à M. le Premier ministre que nous avons fini ce travail-là et que les textes sont actuellement entre les mains de notre ministère de tutelle. Et nous avons profité également pour le remercier de l'appui
qu'il a eu à nous apporter de tout le temps dans le cadre des activités de la chefferie traditionnelle du Niger. Honorable, on sait que ces derniers temps, la situation politique, sociale est plus tendue. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations qui vous adressent? Oui, nous comptons le faire très bientôt. Nous avons été informés largement et vous savez, nous sommes aussi des acteurs. Nous avons suivi ce qui se passe et nous allons voir dans ce sens-là ce qu'il y a lieu à faire au niveau de la chefferie traditionnelle. Je reçois sur ce plateau le capitaine Adeli Toro, chef service information, relations publiques et sport de la direction générale de la police nationale. Mon capitaine, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jalil, merci de m'avoir donné la parole. Communiqué de la direction générale de la police nationale. Dans la nuit du lundi 17 février 2014, aux environs de minuit 50 minutes, le directeur de la police judiciaire a été saisi par M. Soumana Sanda d'un cas de tir par arme à feu au domicile du président de l'Assemblée, M. Hama Amadou. À 1h10, le directeur de la police judiciaire s'est transporté sur les lieux en compagnie d'une équipe du service central de l'identité judiciaire et une équipe d'officiers de police judiciaire. À leur arrivée, ils ont été accueillis par l'inspecteur de police Dodo Hassan, chef du service sécurité du président de l'Assemblée nationale, qui les a introduits à l'intérieur où ils ont trouvé M. Soumana Sanda, Ali Babati et d'autres personnes. Les premières diligences ont permis de constater qu'une balle a perforé le toit de la résidence du président de l'Assemblée nationale. Les enquêtes de voisinage et les témoignages des agents de sécurité ont fait ressortir des détonations qu'ils ont assimilées à des pétards. Et c'est dans un temps très voisin des moments des faits. Pour mener à bien les investigations, après les premières constatations et diligences en raison de l'obscurité, les opérations ont été reprises le lendemain matin aux environs de 8h30, en présence du premier substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, des techniciens du laboratoire de police technique et scientifique LPTS. Ces constatations et diligences ont été effectuées en présence de M. Soumana Sanda, M. Oumar Dogari, Ismaël Hama, Maître Moussi et du chef de sécurité du président de l'Assemblée nationale. Au cours de ces constatations, il a été relevé un certain nombre de points. Le projectile a perforé le toit de la chambre d'une domestique. Une balle de calibre 7,65 mm a été retrouvée sur les lieux. Les différents diamètres de perforation de la sortie de la balle ont été mesurés. Les calculs effectués par rapport à son calibre, à sa trajectoire et à son inclinaison ont permis de déterminer que la zone de provenance de la balle ne dépasse pas 100 à 110 mètres. Le tir effectué sur un angle de 10 degrés par rapport à la verticale venait du côté nord-est. La balle qui a été retrouvée dans la chambre de la domestique est à la fin de son parcours parce que les enquêteurs ont relevé qu'aucun impact de la balle au sol. Il est important de préciser qu'au moment des faits, le président de l'Assemblée nationale, M. Hama Amadou, était en mission hors du Niger. Un huissier requis par la famille ou les proches du président de l'Assemblée nationale a été prié d'attendre la fin des investigations de la police judiciaire. L'enquête qui vient d'être ouverte sous la direction du parquet de Niamey suit toujours son cours. Je vous remercie. Merci mon capitaine d'être venu. La suite de cette édition, la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2014 a clos ses travaux ce matin au Palais des Congrès de Niamey, une clôture présidée par le président du CESOC Moussa Moumouni Jarmokoy, compte rendu Guy Mathieu Théa et Baro Kouba. Cette première session au titre de l'année 2014 qui s'achève a servi de cadre idéal au conseil du CESOC d'auditionner un nombre important de hautes personnalités et d'aborder des thèmes ainsi que des questions de préoccupation nationale. Ils ont été aussi outillés sur certaines politiques publiques en cours d'application et certaines orientations envisagées par le gouvernement sur les forces et faiblesses liées à leur application. Il nous faut à présent approfondir la réflexion
sur les voies et moyens de la mise en œuvre de nos recommandations en direction des pouvoirs exécutifs et législatifs. Pour ce faire, nous devons aller au-delà de la simple formulation des conseils et avis pour les accompagner de mesures aptes à assurer leur prise en compte effective par les entités concernées. Faute de quoi, il est à craindre que nos productions ne suscitent la moindre réaction auprès de leurs destinataires de droit. Le président du CESOC a ensuite évoqué les nombreuses questions de préoccupation nationale, notamment sur l'école nigérienne, abordées en plénière qu'en commission. À ce sujet, notre Conseil se félicite du dialogue permanent entre le gouvernement et les différents partenaires. Le CESOC les encourage à persévérer dans ce sens. Au sujet de la réforme du CFEPD et du CFEFA, notre institution estime qu'il est impérieux de poursuivre le plus largement possible l'information et la sensibilisation sur la question. En l'occurrence, le CESOC s'y engagera aussi pleinement que nécessaire. S'agissant de la question non moins épineuse de pléthore d'enseignants dans les grands centres urbains au détriment des écoles en milieu rural, le CESOC invite les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires à approfondir les réflexions et à trouver des réponses pour le bien de l'école, des enseignants et de leurs familles et partant de la nation tout entière. En outre, les ministres concernés doivent trouver des solutions urgentes aux problèmes de niveau de qualification des enseignants, en particulier ceux des contractuels sans formation adéquate. Le Conseil félicite le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour les efforts considérables consentis en vue de pallier l'insuffisance d'infrastructures et de matériel scolaire et universitaire. Notre institution encourage le gouvernement pour ses efforts au profit de l'enseignement supérieur, notamment l'instruction de tous les bacheliers de la dernière promotion et même ceux des promotions antérieures, ainsi que le relèvement de la bourse d'étudiants. Je voudrais conclure ce chapitre en réitérant mon appel à tous les acteurs de l'école nigérienne pour qu'ils s'investissent encore plus pour l'accomplissement d'une année scolaire réussie. S'agissant des résolutions à l'adresse du bureau, le président du CESOC a pris l'engagement de prendre toutes les dispositions pour leur application. Il a enfin salué la qualité des résultats obtenus lors de cette première session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2014. Remise officielle cet après-midi à Niamey de la lettre de certification de l'éradication du ver de Guinée au Niger par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le représentant de cette institution qui l'a remise au ministre de la Santé publique. Cette consécration nigérienne est le fruit de plusieurs années d'efforts des parties prenantes, dont le personnel des ministères de la Santé, de l'Hydraulique, de l'Éducation et des partenaires techniques et financiers, compte rendu Ismaël Daouda et Hamidou Abdoulaye. Le Niger, à l'instar des États membres de l'Organisation mondiale de la santé, a adopté toutes les résolutions et déclarations visant l'éradication de la maladie due au ver de Guinée. Cette cérémonie vient donc confirmer cet engagement des autorités, car le Niger est déclaré pays ayant éradiqué la maladie du ver de Guinée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est justement la confirmation de l'obtention de ce certificat d'éradication du ver de Guinée qui nous réunit cet après-midi. À cet effet, au nom de tous les partenaires techniques et financiers du Programme national d'éradication du ver de Guinée, à savoir l'UNICEF
le CDC d'Atlanta, le Centre Carter, la JICA, la HDI, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, que j'ai l'honneur et le grand plaisir, Excellence, de vous remettre au nom de la directrice générale de la santé et au nom du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, la lettre officielle confirmant aux autorités nationales l'obtention du certificat d'éradication de vers de Guinée au Niger. Nous nous réjouissons donc de cet important événement de l'éradication, car cette maladie de vers de Guinée participe par son résultat, combien éloquent aujourd'hui que nous célébrons, à l'atteinte de l'OMD6 à l'horizon 2015. Peuple nigérien, soyez fiers de ce résultat qui sera gravé à jamais dans l'histoire des nations en matière de lutte contre le ver de Guinée. En recevant cette lettre officielle de la directrice générale de l'OMS confirmant aux autorités l'obtention du certificat d'éradication du ver de Guinée au Niger, le ministre de la Santé publique s'est dit réjoui du travail accompli. Après plus de 4 années, sans aucun cas autochtone de ver de Guinée et conformément aux critères de certification de l'éradication du ver de Guinée, le Niger a sollicité et obtenu auprès de l'OMS l'envoi d'une mission de l'équipe internationale de certification pour évaluer le programme national en matière d'éradication du ver de Guinée. Comme vous le savez, la dite mission a séjourné au Niger du 21 octobre au 9 novembre 2013 et ses conclusions nous ont été livrées le vendredi 8 novembre 2013. Ces résultats confirment l'absence de toute transmission locale de la maladie du ver de Guinée sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout la fiabilité de notre système de surveillance épidémiologique. Le Niger est donc totalement éradiqué de la maladie due au ver de Guinée. Les recommandations de l'OMS feront l'objet d'une attention particulière de la part des autorités et l'OMS s'engage davantage à soutenir le Niger pour le renforcement de la surveillance et la communication en matière de lutte contre le ver de Guinée. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, a visité ce matin les alentours du stade général Seyni Kounké où un dépotoir mal entretenu dérangeait les pratiquants des activités sportives. L'endroit est à présent propre grâce aux dispositions prises par les autorités en charge de la salubrité publique. Reportage Tahirou Hassan et Ouma Jamila Moudachiro. Il y a de cela une semaine, voilà ce à quoi ressemblaient les alentours du stade général Seyni Kounké. Cette situation dérangeait les sportifs et autres utilisateurs de l'environnement. Aujourd'hui, grâce à l'appel lancé par le ministre en charge des sports, Abdul Karim Damalam, la situation est visiblement résolue. Plus de dépotoirs mal entretenus, plus de ramasseurs d'objets par l'effort des autorités de la ville de Niamey. Si vous constatez aux alentours donc, du mur du stade, c'est nickel, c'est tout propre. Les personnes qui avaient élu domicile autour donc, de ce stade-là ne sont plus là, ce qui fait une avancée quand même à saluer. Au niveau de l'emplacement où nous sommes actuellement, il y avait donc un tas d'immondices. Ce tas a disparu. L'endroit a été nivelé par la ville de Niamey et remblayé. Nous avons discuté avec les techniciens qui sont également comme par hasard sur la place. Nous leur avons dit donc que nous aurions voulu et pensé que cette place ne serve plus de place d'accumulation d'ordures. Mais enfin, ils nous ont dit que dans un premier temps, ils sont en train d'essayer une solution. Nous allons encore repasser dans quelques jours pour voir si cette solution-là qu'ils essaient à même de pouvoir résoudre le problème. Sinon, nous allons encore lancer un autre appel. Nous allons discuter avec eux également pour essayer de trouver cette fois-ci une solution définitive qui pourra arranger les deux parties. Il ne reste à présent qu'un suivi rigoureux de la part de la ville de Niamey pour que cet endroit reste salubre. La population a également un rôle à jouer pour rendre propre Niamey la capitale.
Dans le cadre des activités commémoratives du 24e anniversaire du mouvement scolaire 9 février 1990, l'Union des scolaires du Niger, USN, a organisé ce matin une marche dite de recueillement. Les scolaires se sont par la suite retrouvés au cimetière musulman de Niamey où reposent les 3 martyrs du vendredi 9 février 1990. Pour plus de précisions, suivant un des organisateurs et témoin des événements. Aujourd'hui, nous sommes à la marche de recueillement. Les 3 tombes que vous voyez ici, l'autre, ils sont en blanc, donc c'est les 3 là. On n'a pas pu mentionner des plaques à leur niveau pour que ce soit la famille de Issa Kene, Aliona Hassi ou Abdou Maman Sagir, quand elles viennent ici, de faire les invocations à nos 3 martyrs. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas mis de plaques. Sinon, pour ceux qui veulent de référence, c'est au niveau de la commission presse, si les archives ne sont pas donc égarées. Nous sommes là aujourd'hui pour faire des invocations. C'est une marche de recueillement qui clôture la semaine du 9 février. Nous allons donner la parole à un frère qui va nous faire des invocations. اللهم اغفرهم ونساء كين اللهم اغفرهم اللهم اغفرهم ذنوبنا اللهم تقبل منا اللهم سقي جنات الفردوس وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Un animateur, un coordinateur de cette marche qui maîtrise un peu l'historique de ces 3 tombes. Cela fait exactement 24 heures que nous réclamons justice. Tout à l'heure, j'ai allé dire que nous sommes à une marche de recueillement au niveau des tombes de 3 de nos camarades, notamment Abdou Maman Sagir, Aliona Hansi et Issa Kene, qui ont perdu la vie suite à une marche pacifique organisée par l'Union des étudiants nigériens et par l'Union des scolaires nigériens en général. Et on a vu les 3 tombes tout à l'heure, je l'ai dit qu'on n'a pas mis de plaque pour que chaque scolaire, chaque famille de ces 3 victimes, quand elles viennent au niveau de leur tombe, de prier pour les 3 camarades. C'est ce que nous sommes là en train de faire aujourd'hui. Quand vous venez, il n'y a pas de plaque identifiant un tel est Aliona Hansi, un tel est Issa Kene, un tel est Abdou Maman Sagir. Suite au communiqué du bureau politique du MNSD Nassara du 13 février, excluant 9 membres du parti, leur avocat avait saisi le juge de référé et cet après-midi, le juge s'est prononcé sur la question. En examinant les pièces qu'on lui a fournies, il avait estimé qu'il y avait une procédure qu'on n'avait pas engagée avant de venir le saisir. Et c'est ce que les textes appellent la commission d'arbitrage et de conciliation. Et cette procédure est prévue par les textes du parti. Et cette procédure, selon les textes du parti, est obligatoire. Lorsqu'il s'agit d'une procédure de sanction, d'exclusion ou de quoi que ce soit, dès qu'il s'agit d'un litige entre les membres du parti, il faut nécessairement passer par cette commission d'arbitrage. Mais à notre grande surprise, ceux qui pensent détenir la vérité du droit, eux-mêmes n'ont pas respecté cette procédure. Parce qu'avant de sanctionner, les propres textes du parti ont précisé qu'il faut toujours au préalable passer par la commission d'arbitrage et de conciliation. Or, la décision qui a été rendue le 13 février a passé sous silence cette procédure. La requête n'a pas été acceptée pour faute de non-respect des procédures du parti. En effet, les textes du MNSD disent qu'avant toute sanction, l'affaire est soumise à la commission d'arbitrage du parti prévue à l'article 85 des statuts du parti. L'affaire est donc renvoyée au parti. Programme de renaissance du Niger, du président de la République, nous poursuivons la diffusion de notre série de grands reportages sur son volet hydraulique. Après Maradi hier, nous vous proposons de suivre ce soir celui consacré à la région de Zender, où d'importantes infrastructures hydrauliques ont été réalisées en 2 ans et demi. C'est un reportage de Moussa Amani. Nous sommes à Damborto, au niveau du château d'eau, un réservoir d'une capacité de 40 mètres cubes
C'est un château qui dessert le village de Damborto et d'Anyerima pour une population de 4263 habitants. La mini a un réseau de 2553 mètres linéaires. Il y a 6 bornes fontaines et un abreuvoir. Il y a un groupe électrogène de 12,5 kVA. Le coût de l'investissement, c'est-à-dire de la mini AP, s'élève à 63 579 500 francs CFA. Mun ji daɗi akan wannan shato da ya samu. Da matanmu sai sun je rijiya suna ta fama mu samu wajen awa 2 awa 3 kafin ruwa ya samu. Amma yanzu gashi ruwa alhamdulillah mun ji daɗi. Wannan ruwa da samu mun yi murna kwarai. Mun daɗi an taimaka mana da mu da iyalanmu. Muna cikin wahalar ruwa. Amma yanzu ba matsala komi muna shan ruwa mai kyau. Daɗin ma ba ɗaya bane ba. Shi wani ruwa da za ka sak. Mu kuma namu wani gamin kama baki yake yi. Wani gaji na yana kabal haka. Yanzu babu cutar alintara da ake yawan zawo yanzu ba a yi yanzu. Hankalin akwai sai. Mun yi murna mun yi godiya abin da gwamnati mana mun ji daɗi. Da fafanin da ya samu tsakanin da Allah mu cikin matsala kuma wahala da irin ta da mu je mu jayo mu ɗauko kaga ta rage malati irin wannan da ake yin shi mutuƙa wajen cututtuka irin wannan kala-kala na da gaskiya da sauki kuma muna cikin rahama tsakanin da Allah muka ɗauko ruwa din da muna zama aikin ba mai kan mun taci mun tsaya muna dogon bayani shab yanzu ne za mu zo mu ɗauki ruwa mu je biya kan mu bukata kuma kaga cututtuka mu Allah ta hiliman da sauki ban mu da matsala irin ta da kaji bakin magana ta kenan. Cette mini AIP a été réalisée dans le cadre du budget de l'espace de l'État en 2012. Elle est alimentée par un château de 707 mètres. Elle est composée d'un château de 50 mètres cubes, de 2 groupes électrogènes de 27 et de 12 kVA, de 16 bonnes fontaines et 3 abreuvoirs. Elle desservit 8 villages pour une population d'environ 7 992 habitants. Le coût des travaux est d'environ 493 millions de francs CFA. da yaran mu da yunwa da kishirwa ta kusa hallaka mu gashi yanzu mun ji ruwa a bakin kofar gidanmu mun gode mun yi murna Allah sa a ci gaba da aiki sallah sai ta zo ba mu yi ba sallah babu ruwa akwai matsala yanzu kuma Muhammadu Yisu ya warware mu da garin mun yi murna yaran mu da manya mun gode da garin ka da hatsin kama da ruwa sai hana ka kai aiki an ci gaba Allah ta a da he ga yi ana babu ruwa shi ruwa ai sati ba amma yara wanka amma an sa da mace wanka ake wanka da wani da sai a daka hanci ba a samu ruwan tuwo sai an kai azaba da sai mun je gari ruwa nesa